On parle bien sûr de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir, le président de la République qui annonçait s'exprimer face à la nation, s'adresser aux Françaises et aux Français 24 heures après le vote de la motion de censure qui a coûté sa tête au gouvernement Barnier. Qu'a dit le président de la République? A-t-il été à la hauteur des enjeux? A-t-il esquissé une sortie de crise? Ou bien le roi s'est-il présenté nu, slibard à l'air, devant son peuple, en n'ayant rien d'autre à lui exposer qu'une langue tirée et une grimace goguenarde? Eh bien, c'est ce que nous allons analyser. Françaises, Français, mes chers compatriotes, hier, l'Assemblée nationale a voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Je veux ici remercier Michel Barnier pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, pour son dévouement. Lui, comme ses ministres, se sont montrés à la hauteur du moment, quand tant d'autres ne l'ont pas été. Voilà. Alors, on a écouté 35 secondes. Vous noterez qu'Emmanuel Macron vient déjà de blâmer tant d'autres. Est-ce un indice sur le fait que l'intégralité de cette intervention va être un travail de déresponsabilisation, d'expliquer que lui n'y est pour rien et que ce sont les autres qui ont tout mal fait, ou du moins qui n'ont pas été responsables? Peut-être est-ce un bon indice, en effet. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Là aussi, un indice sur tout ce qui va se passer dans cette intervention. Emmanuel Macron reprend, bien sûr, Emmanuel Macron reprend sa rhétorique des extrêmes. Si vous avez souvenir que pendant cet entre-deux tours, la Macronie mettait en avant l'idée d'un front républicain contre l'extrême droite, vous pourriez être un peu étonné d'entendre aujourd'hui Emmanuel Macron parler d'une élection européenne qui a placé les extrêmes en tête. C'est déjà faux, factuellement erroné, puisque même en se situant dans la carte mentale d'Emmanuel Macron, où les extrêmes, ce sont l'extrême droite, le Rassemblement national et la France insoumise, et bien même comme ça c'est faux, puisque c'est, je crois, la Macronie qui est arrivée seconde. Et après Valérie Hayé, on a Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste. Et en quatrième seulement, on a la liste présentée par la France insoumise et emmenée par Manon Aubry. Donc en fait, à moins d'imaginer qu'en parlant des extrêmes, il parle de la Macronie, ce qu'il dit est déjà factuellement erroné. Ensuite, car de nombreux responsables politiques annonçaient déjà la censure pour cet automne. La décision de dissoudre n'était pas inéluctable. La majorité de ses propres conseillers, de ses propres proches, lui conseillaient de ne pas le faire et lui ont reproché de l'avoir fait. En tout état de cause, le gouvernement qu'il nomme à la place après la dissolution de Michel Barnier, lui, est tombé. Donc on voit pas très bien en quoi est-ce que la dissolution au début de l'été arrangeait quoi que ce soit. Donc là aussi, il présente comme inéluctable, inévitable, une décision qui n'était que la sienne, qui était pleinement politique et occulte le fait qu'il aurait été totalement possible de faire autrement. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. J'ai entendu certains éditorialistes dire « il y a un début de mea culpa », le mea culpa d'Emmanuel Macron. Cette décision n'a pas été comprise. Comme d'habitude, c'est pas lui qui a pris une mauvaise décision, c'est lui qui a pris la seule décision possible et nous qui ne l'avons pas compris. Ça n'est pas lui qui a joué, encore une fois, au poker, voire au dé avec le destin de notre République. C'est nous qui ne l'avons pas compris. Nous ne sommes pas assez intelligents. Qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être vrai après tout. Je crois que c'était nécessaire. Bon, évidemment, factuellement, c'est faux. Il y avait d'autres choses qu'il pouvait dire, faire et tenter. La dissolution n'était absolument pas inévitable. On est, comme d'habitude, sur une rhétorique technocratique dépolitisante, voire antidémocratique, du « il n'y avait qu'une seule option ». Alors que, au contraire, la politique, c'est par définition l'existence d'un choix, toujours. Pour des hommes et des femmes qui s'enivrent du pouvoir, je m'étonne toujours de les voir, pour des raisons purement politiciennes, purement pratiques, purement stratégiques, mais je m'étonne malgré tout de les voir mettre en scène leur propre incapacité. C'est-à-dire que je trouve que pour quelqu'un qui s'enivre lui-même du pouvoir, utiliser comme argument « j'avais pas le choix », c'est quand même un peu la teon. Cela te permet de mettre en scène ton irresponsabilité. Si tu n'avais pas le choix, tu n'es pas responsable. Mais ce faisant,
tu mets également en scène ta propre inutilité. Si t'avais pas le choix, tu sers à quoi en fait? S'il y a qu'une seule décision possible pour qu'on a besoin de lui, va-t'en en fait. Vous avez pris vous-même votre responsabilité en allant massivement voter aux élections législatives en juin et juillet dernier. Et ce vote, ainsi que les désistements réciproques décidés par plusieurs partis, ont composé une Assemblée nationale sans majorité. Aucun parti, aucune coalition présentée aux électeurs, en effet, ne peut prétendre avoir seule la majorité. Et cette situation exige une nouvelle organisation politique. En 2022 non plus, il n'y a pas de majorité. De la même manière que Elisabeth Borne, étant à la tête de la coalition arrivée en tête, était légitime à tenter de gouverner, elle y est parvenue, et bien de la même manière, en 2024, Lucie Castet, qui était la chef désignée par la coalition arrivée en tête des élections, Lucie Castet était elle aussi légitime à tenter de gouverner. Y serait-elle parvenue? J'émets des doutes, mais elle était légitime à tenter de gouverner. Je ne cesse de le rappeler, mais ça permet quand même de réappuyer à chaque fois sur un fait dont on a presque oublié la réalité, c'est le déni de démocratie absolue que nous avons vécu. Si le contexte a changé entre 2024 et 2022, c'est pas parce que les Françaises et les Français ont élu une Assemblée nationale inédite, c'est pas vrai. L'Assemblée nationale en 2024, elle est similaire à celle de 2022 en ce qu'aucune coalition n'a la majorité seule. Si la situation est différente, c'est de sa faute. C'est qu'entre-temps, lui-même a choisi de se priver de l'épée de Damoclès qui maintenait une forme de soutien tacite du gouvernement à l'Assemblée, c'est-à-dire le droit de dissolution. Ce qui change, c'est que le président n'a plus le pouvoir de dissoudre, et donc l'Assemblée peut se permettre de censurer. Alors durant cet été, j'ai largement consulté, d'abord pour tenter de convaincre les forces politiques de travailler ensemble, comme cela se fait chez beaucoup de nos voisins. Puis pour On y reviendra là-dessus. choisir un Premier ministre qui ne soit pas censuré dès sa nomination. C'est pourquoi en septembre, mon choix s'est porté sur Michel Barnier, un responsable d'expérience, jusqu'alors dans l'opposition, parce qu'il était en effet susceptible de rassembler la majorité la plus large à l'Assemblée et au Sénat, de la droite républicaine au centre, en passant par les radicaux et les forces indépendantes et des territoires. Il oublie de préciser que Michel Barnier est issu d'une force politique, les Républicains, qui ont totalisé 6% des voix et 8% des sièges au second tour des législatives. J'ai laissé le Premier ministre gouverner, le Parlement légiférer. Et hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Alors, faux. Il a certes présenté des concessions à la Macronie pour garantir le vote du socle commun. Il a évidemment, jusqu'au dernier moment, enchaîné les concessions au Rassemblement national, jusqu'à donner satisfaction à Marine Le Pen sur certains des dossiers les plus identitaires pour le RN, notamment l'aide médicale d'État. Mais quelle concession a-t-il fait au Nouveau Front Populaire? Quand, comment a-t-il recherché le consensus, ou sinon le consensus, du moins l'accord, l'agrément du Nouveau Front Populaire, ou du moins d'une partie du Nouveau Front Populaire? Réponse: jamais! Emmanuel Macron décrit une réalité qui n'existe pas. Ce que fait Emmanuel Macron ici n'est ni plus ni moins que la même chose que fait Donald Trump quand il dit, en parlant des immigrés haïtiens, ils mangent des chats et des chiens. C'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde le constate. Tout le monde le débunk. Et Donald Trump le maintient et le prononce néanmoins. Emmanuel Macron, qui nous dit Michel Barnier a fait des concessions à tous les groupes parlementaires, c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Le président de la République l'affirme néanmoins. L'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France, ont choisi de les aider. C'est là où on va commencer à s'énerver. Dans cette phrase, tout est faux. Qualifier LFI d'extrême gauche, on en a parlé à de multiples reprises. En France, l'extrême gauche, dans la science politique, désigne un courant politique précis, le courant de la gauche révolutionnaire, qui veut le changement par la rue et non pas par les urnes. La France insoumise est un parti de gauche réformiste, qui ne veut déjà même pas vraiment sortir du capitalisme. C'est un programme d'encadrement du capitalisme, c'est un programme de régulation keynésien, assez classique, et d'une manière générale, un programme qui est bien moins radical que ne l'était celui de François Mitterrand en 1981. Ça n'a absolument rien d'un parti d'extrême gauche. La deuxième chose qui est fausse,
C'est quand Emmanuel Macron dit « les partis de gouvernement ont choisi de les aider, l'extrême droite et l'extrême gauche, dans cette entreprise de censure ». Les partis qu'il cible là, ce sont évidemment le PS, les écologistes et le Parti communiste. Ces trois partis n'ont pas choisi d'aider la France Insoumise et le RN à voter la censure. Il y a une motion de censure signée par tout le NFP. Le PS, le PC et les écologistes ont, dans cette affaire, une responsabilité tout à fait équivalente à celle des Insoumis. Emmanuel Macron présente les choses comme si tout revenait à la collusion des extrêmes. C'est pas du tout ça qui se passe. La vérité, c'est que le gouvernement Barnier a été censuré par une très large majorité des députés. Et alors enfin, un front anti-républicain. Mais alors, le front républicain, ça a été l'ensemble des partis des Insoumis jusqu'à la Macronie qui se sont alliés dans un accord de désistement réciproque pour faire battre l'extrême droite crypto-fasciste aux élections législatives. C'est ça le front républicain. Première chose, qui a fait des entorses au front républicain? C'est eux. Quelle est la force politique qui, en refusant de se retirer dans certaines circonscriptions alors qu'ils étaient arrivés en 3e position, ont fait élire des députés RN? C'est eux. Deuxième chose, quel est l'enseignement indubitable des élections législatives? C'est que les Français ont refusé le gouvernement du Rassemblement national. C'est que les Français ont validé ce front républicain, se sont rendus massivement aux urnes pour faire battre les députés RN. Attention, le RN, certes, a progressé largement même dans les urnes. C'est un succès pour eux. Mais ils se voyaient déjà à Matignon, ils ont échoué à obtenir la majorité absolue. Ils ont même été relégués à la 3e place. À la 3e place des forces politiques à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce que voulaient les électeurs. Quel est le parti qui a choisi d'aller négocier son budget avec le Rassemblement national plutôt qu'avec la gauche? C'est lui. Il a choisi, lui, de nommer un homme qui avait une consigne: fais ton budget avec le RN. Et désormais, il accuse le nouveau Front populaire d'avoir mis en œuvre un front anti-républicain. Quel est celui qui a mené à la nomination d'un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, assumait vouloir sortir de l'état de droit? Qui est celui qui a choisi d'aller négocier un accord de gouvernement puis un budget avec des forces anti-républicaines qui veulent sortir de l'état de droit, qui valident, participent à un glissement crypto-fasciste en France? C'est Emmanuel Macron. Il en est le seul responsable. Et aujourd'hui, il ose employer le mot de front anti-républicain pour parler du nouveau Front populaire, la force politique qui a été irréprochable dans les désistements, dans l'entre-deux tours. Mais ça rend fou! On avance. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Il n'a rien fait. Ce sont les autres qui sont responsables de la situation. Ça n'est pas lui qui a choisi de dissoudre. Ça n'est pas lui qui a eu pour stratégie assumée de faire monter le RN pendant son premier quinquennat. Je vous rappelle quand même que c'est Emmanuel Macron qui a choisi de choyer les médias qui faisaient la publicité de l'extrême droite, la campagne de l'extrême droite. C'est lui qui donne une interview à Valeurs Actuelles. C'est lui qui donne des exclusivités à Pascal Praud et qui déjeune avec lui, enfin qui dîne avec lui. Qui est-ce qui a organisé les débats électoraux comme un prétendu affrontement entre les progressistes et les nationalistes, invisibilisant tous les autres partis, donnant l'impression que l'extrême droite était seule face à la Macronie lors des élections européennes de 2019 puis de 2024. C'est lui qui a fait ça. Qui est-ce qui, en 2024, a donné des gages de respectabilité et d'honorabilité à l'extrême droite en acceptant d'aller débattre avec eux et seulement avec eux? Emmanuel Macron est responsable de ce qui s'est produit en 2022 puis en 2024, c'est-à-dire le fait que pendant son quinquennat, le Rassemblement national soit devenu un parti parlementaire. Parce que en 2017, Marine Le Pen a 8 députés.
En 2022, elle en a 89. En 2024, elle en a plus de 120. Qui a fait monter le Rassemblement national en lui donnant des gages de respectabilité, en acceptant de dialoguer avec eux, en disant, Elisabeth Borne, que Marine Le Pen était davantage respectable que Jean-Luc Mélenchon, en renvoyant dos à dos l'extrême droite et une prétendue extrême gauche, en acceptant d'aller se rouler dans la fange d'une interview avec Valeurs Actuelles, en choyant les médias de Vincent Bolloré, en mettant en scène une fausse dichotomie, une fausse opposition entre les prétendus progressistes et les nationalistes en invisibilant tout le reste. Qui a fait ça? C'est lui. Mais il n'est responsable de rien. Il se permet de fustiger la prétendue irresponsabilité d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui n'ont rien fait d'autre que d'exercer leurs prérogatives républicaines et constitutionnelles, c'est-à-dire censurer le gouvernement. Emmanuel Macron, qui tord la Constitution, qui prend 2 mois pour nommer un Premier ministre, qui fait voter, qui fait adopter la réforme des retraites contre le peuple, contre l'Assemblée nationale, contre les syndicats. Emmanuel Macron qui exploite chaque recoin de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et Emmanuel Macron refuse, dénie aux députés de l'opposition le fait d'avoir activé une prérogative qu'il aurait reconnue par la République et par la Constitution, c'est-à-dire censurer un gouvernement avec lequel ils sont en désaccord. Et ce seraient eux qui seraient responsables de la situation, ce seraient eux qui feraient preuve d'irresponsabilité. Et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Le dernier clou dans le cercueil, non seulement les parlementaires de l'opposition seraient irresponsables, anti-républicains, mais en plus, ils sont presque anti-français, puisqu'ils choisissent de pourrir les fêtes de Noël. Vous vous rendez compte de l'argument? Qui, nom de Zeus, qui a fait le choix, qui pour le coup était totalement évitable, de dissoudre à la veille des Jeux Olympiques, plongeant la France dans une incertitude qui aurait pu être gravement délétère, c'est-à-dire ne pas avoir de gouvernement légitime, alors même qu'elle accueillait le monde entier sur son sol? Qui a fait ce choix? Et là maintenant, il accuse les oppositions d'avoir fait la seule chose possible, c'est-à-dire censurer le gouvernement au seul moment où c'était possible, et donc d'avoir pourri les fêtes de Noël. C'est le moment d'aller consulter la page Wikipédia du gaslighting. Le gaslighting, qui est le mot anglo-saxon compliqué pour désigner les techniques de manipulation mentale. On a un mot en français que l'on emploie peut-être plus communément pour parler de cela, c'est soit les stratégies d'emprise, soit la communication perverse. Il y a un sociologue français, Marc Joly, qui a récemment publié un livre parlant d'Emmanuel Macron. Le livre s'appelle « La pensée perverse au pouvoir ». J'aimerais que nous lisions la définition de ce qu'est le gaslighting. Le gaslighting est une forme de manipulation mentale dans laquelle l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l'abuseur ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception de la réalité et de sa santé mentale. Les exemples vont du simple déni par l'abuseur de moments pénibles qu'il a pu faire subir à sa victime, jusqu'à la mise en scène d'événements étranges afin de la désorienter. Quelques principes du gaslighting. Le gaslighting vise à inverser les rôles coupable-victime. Emmanuel Macron, là, se présente comme la victime de l'irresponsabilité de l'opposition, alors qu'il est le seul responsable, le seul coupable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Encore une fois, rien ne l'obligeait à dissoudre. Dans cette intervention, Emmanuel Macron précise bien que jamais il ne démissionnera. Les techniques du gaslighting peuvent consister à nier les faits, même si la victime a vu ou entendu quelque chose, l'abuseur nie catégoriquement pour la faire douter. On a vu comment est-ce que cette intervention était tissée d'affirmations contrefactuelles, d'affirmations qui contredisent brutalement la réalité. Minimiser les émotions, ridiculiser ou invalider les sentiments de la victime, c'est aussi ce qui se produit. Si vous êtes en colère contre Emmanuel Macron, contre la Macronie, eh bien, vous avez tort. Il n'est responsable de rien, il l'a dit. Projeter la faute, accuser à tort la victime d'être responsable de ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe ici. Emmanuel Macron nous explique que l'opposition est anti-républicaine, qu'elle a voulu créer le désordre et le chaos
alors que les députés de l'opposition ont été nombreux à voter la censure, que c'était leur droit, que c'était même leur impériale obligation dès lors qu'ils étaient en désaccord avec le budget. Manipuler des faits, le gaslighting déforme la réalité en modifiant les détails d'une situation pour la faire apparaître différemment, ce qui sème la confusion chez la victime. C'est évidemment ce qui se passe avec les élections législatives. Emmanuel Macron dit « personne n'a gagné, personne n'était en situation de gouverner seul ». Il oublie qu'une force était malgré tout arrivée en tête et qu'il ne lui a même pas donné l'opportunité de tenter de gouverner. L'abuseur peut nier des événements ou des actions qui se sont réellement produits pour encore la faire douter. Emmanuel Macron incarne la pensée perverse, manipulatoire au sens psychologique du terme, au pouvoir. J'aimerais qu'on finisse en lisant cela. Page Sweet, sociologue à l'université de Harvard, notait en 2019 que cette notion est devenue populaire et que ce sont surtout des psychologues qui s'y sont intéressés et qui l'ont théorisé. Selon lui, le gaslighting est pourtant avant tout un phénomène sociologique. C'est une violence domestique ou professionnelle, genrée, qui prend racine dans les inégalités sociales, dont les inégalités de genre, quand on parle d'emprise au sein notamment du couple. C'est une violence qui est pratiquée dans la sphère intime et dont les effets sont particulièrement importants quand l'agresseur mobilise contre sa victime les stéréotypes sexistes et quand il s'appuie sur des vulnérabilités liées à l'âge, la race, les origines ethniques, les fréquentations, la sexualité, le handicap. C'est une violence dont les effets sont particulièrement importants quand l'agresseur s'appuie sur les inégalités structurelles et institutionnelles pour manipuler et éroder la réalité de la victime. C'est exactement ce qui se passe ici. Un homme, président de la République, qui s'adresse à la nation avec toute la force, tout le poids de son statut, utilise cette asymétrie pour manipuler non pas un individu au sein d'un couple, non pas un employé dans une entreprise, mais pour manipuler un peuple tout entier. C'est exactement ce qui se passe là. C'est un phénomène étudié à l'université par des psychologues, par des sociologues, un phénomène dont Marc Joly montre bien qu'il s'applique à la communication macronienne, un phénomène dont cette intervention est peut-être la plus terrible des illustrations. Emmanuel Macron a une relation perverse au peuple français. Emmanuel Macron ment, contredit le réel les yeux dans les yeux, décrit la réalité différemment de ce qu'elle s'est passée, nie les émotions, les ressentis des citoyennes et des citoyens. Emmanuel Macron déploie un trésor de communication perverse dans un seul et unique but, celui que nous venons d'entendre à l'instant, rester, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, au pouvoir. De telles techniques de manipulation au plus haut sommet du pouvoir, est-il nécessaire de dire que c'est grave ?